Or, que voit-on? L'espace politique est le lieu de tous les mensonges. Combien de trahisons avons-nous vu orchestrées dans le landerneau politique? Que recouvre la notion de transhumance en termes de reniement de soi? Combien de personnalités se sont rendues coupables en direct sur tous les écrans de télévision de mensonges et de forfaitures? Comment voulez-vous qu'une société qui baigne dans cette ambiance où l'on croit que tout est bon à prendre pour gravir les échelons, que tous les raccourcis sont légaux, au point où on dit de quelqu'un, quand il vous ment, waxu politicien. Et on est arrivé à s'accoutumer au fait que la politique qui est chargée de nous diriger se fait par le mensonge, par le camouflage, par la ruse, par les reniements. Voilà les modèles que l'on donne à la jeunesse. Et je pense qu'il serait temps que des débats en profondeur soient ouverts entre nous, que l'on sache restaurer des mécanismes de sanction et de prévention. Vous savez tous l'ambiance dans laquelle est dans le pays depuis 2 ans à propos de cette traque des biens soi-disant mal acquis. Cela pose beaucoup de problèmes. Un des problèmes que cela pose à mes yeux, c'est que comment dans un pays autant d'argent peut disparaître sans que toute la chaîne de complicité ne soit démontée et qu'aucun des mécanismes d'alerte a priori n'ait fonctionné. Nous avons un pays où, en principe, l'argent public a un dépositaire, c'est le trésor public. Les mécanismes pour l'y faire rentrer sont connus, les mécanismes pour l'en faire sortir sont connus. À partir du moment où on parle de l'argent public, des corps de contrôle existent, des mécanismes d'alerte existent, qui doivent, s'ils fonctionnent normalement, attirer l'attention sur ce type d'infraction délinquante. Mais attendre que tout cela soit commis et créer une cour spéciale, comme si le pays n'était pas doté de tous les mécanismes normaux de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'alerte, cela me pose un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'il faut que la justice, qui est un des pouvoirs dans notre pays, aux côtés du législatif et de l'exécutif, prenne bien la mesure de l'image qu'elle doit donner au peuple, au pays, à la jeunesse. La justice, c'est l'institution vers laquelle tout citoyen qui se sent lésé court pour demander réparation. La justice doit donc être au-dessus de tout soupçon. Si elle est prise en flagrant délit de manipulation politicienne, son crédit va en prendre un coup. Et entamer le crédit de la justice, c'est saper les fondations de la confiance, sans laquelle un état de droit véritable ne peut pas se consolider. Oui, comme vous le rappelez si bien, cette phrase de Barack Obama, en Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Moi, j'y mettrai un bémol. Moi, je suis de ceux qui pensent que les institutions ne valent que par les hommes qui les portent. Les institutions, ce n'est pas des mécanismes
inertes. Ce sont des hommes qui les animent. Et c'est la valeur des hommes qui fait la force des institutions. Si un juge n'a pas le cran de dire le droit en dépit de toutes les pressions, d'où qu'elles viennent, si un ministre ne peut pas dire les yeux dans les yeux à un chef d'État, Monsieur le Président, cela n'est pas faisable. Si l'Assemblée nationale, où se réunissent des députés, ne produit pas des hommes qui peuvent parfois ramer à contre-courant de leur majorité en fonction des intérêts supérieurs de la nation, alors nous produisons des hommes tapis de bain, des hommes qui s'aplatissent et qui ne résistent pas à ce qui peut être injuste, inapproprié ou simplement pas faisable du tout. Il faut que l'on apprenne à dire non, quel que soit le prix à en payer. Mais si à chaque fois qu'un président ouvre la bouche ou qu'une autorité ouvre la bouche, c'est oui, Monsieur le Président, il faut mes respects, Monsieur le Président, on n'y arrivera pas parce que c'est un homme comme les autres. C'est vrai, un homme exceptionnel du fait des fonctions prestigieuses qu'il est le seul à occuper dans un pays, mais c'est un homme avec des qualités, avec des défauts, avec des moments d'inspiration et d'autres moments de doute, d'angoisse, et des moments au cours desquels il peut prendre de mauvaises décisions. Et écoutez, vous m'apprenez là une grosse nouvelle. J'ai vu Dakar sur beaucoup d'artères privées d'électricité, mais je n'aurais jamais cru que ce manque d'électricité est la conséquence du vol des installations, du vol des câbles et d'un vandalisme sans nom. Et je crois qu'il est important qu'une société sente un leadership fort. Et ce leadership fort, il doit s'asseoir sur la mobilisation de tous les citoyens autour des choses que nous avons en commun. L'éclairage public, la garde de l'éclairage public devrait être confiée aux citoyens qui pourraient interpeller, sans les malmener, toute personne prise en flagrant délit de vandalisme sur les installations publiques. Je crois aussi qu'il faut des sanctions exemplaires. On ne peut pas juger de manière expéditive, même si je comprends que les tribunaux soient encombrés, des malfaiteurs qui saccagent des biens publics qui ont coûté aux contribuables et à la nation des sommes importantes. Tant du point de vue de l'éclairage, les toilettes publiques, les transports en commun public, les services publics de l'État, les moyens de transport public, tout cela doit faire l'objet d'un culte, je n'ai pas peur du mot, particulier de défense. Et je vous donne un autre exemple. On parle du tourisme dans notre pays. Et un jour, j'étais sur la place de l'Indépendance. J'ai vu 3 petits touristes européens suivis par une meute de 20 Sénégalais qui cherchaient à leur vendre des objets fabriqués en Chine. C'est la meilleure manière pour qu'un touriste ne revienne jamais. Et au vu des statistiques, le taux de retour est presque proche du zéro. Quand on vient une fois au Sénégal, on ne revient pas. Et on ne conseille pas aux autres de venir. Parce que le tourisme, c'est aussi pouvoir se promener sans être embêté
pouvoir se balader. Mais imaginez que même si vous, Sénégalais, vous intervenez, les vendeurs vont vous crier dessus. Il y a une certaine forme de terrorisme que nous avons laissé s'installer sous le vocable de Maïdan Samodole, chacun fait ce qu'il veut. Non, parce que chacun est libre d'acheter ou de ne pas acheter. Chacun est libre sur la voie publique de se promener sans être interpellé par qui que ce soit. C'est ça qui doit être respecté. La liberté des autres. Vous avez votre marchandise, eh bien, montrez-la, mais restez là où vous êtes et laissez les gens apprécier vers qui ils vont aller pour acheter quoi que ce soit. Sur les routes de la ville, allez à Sandaga. C'est vrai qu'aujourd'hui, Sandaga brûle. Mais allez à Sandaga, vous ne pourrez pas faire 2 mètres hors. Le shopping, ça doit être un plaisir. Si le shopping n'est plus un plaisir, à quoi bon? Éduquer et réprimer aux besoins. Un pays a besoin d'être tenu. Je suis désolé, mais c'est ce que je crois. Un pays doit être tenu. Mais ceux qui le tiennent doivent donner d'abord le bon exemple. C'est ce qui va leur donner la légitimité pour appréhender et remettre sur le droit chemin tous les contrevenants aux règles sociales communes de bonne vie et de mœurs. Je pense que la démocratie, ce n'est pas la chienlit. Ce n'est pas la licence. C'est un certain nombre de règles bien comprises par tous, respectées par tous, qui codifient les relations par lesquelles nous interagissons et qui garantissent à chacun un minimum vital d'espace et de confort. Donc l'éclairage public vandalisé, les bus Dakar Dem Dikk caillassés, les voies, comment dirais-je, écoutez, même les barrières qui sont destinées à couvrir les canalisations sont refondues et transformées en marmites, au vu et au su de tout le monde. Vous avez des pharmacies ambulantes qui vendent des médicaments non homologués, parfois au délai prescrit, et personne ne s'en émeut. Et nous vivons donc cette situation qui fait que des pans entiers de notre économie s'affaissent. Parce qu'on ne parle pas des vrais problèmes. Les hommes politiques ne parlent que d'élections. Or, ils devraient parler de ces choses-là et les régler. La politique, ce n'est pas parler que d'élections, les mécanismes de transmission, de gestion et de succession au pouvoir. La politique, c'est l'art d'améliorer la vie de la cité. La police de la cité. Or, les hommes politiques ont oublié la destination. Quel parti politique sénégalais a une école de formation de ses militants? Je les ai côtoyés de près. Je les connais tous. Mais je n'en connais pas qui a une école pour former ses propres militants. C'est à l'intérieur des partis politiques et sur la vitrine politique que les comportements les plus inciviques sont visibles. Voilà. Il faut aller au fond des choses dans ce pays. Écoutez, cette tendance à faire de la rue des toilettes à ciel ouvert, c'est fâcheux. On peut trouver 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus d'éducation publique, pratiquement. Or, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore, dans certains quartiers, des toilettes publiques. C'est vrai que l'urbanisation galopante et le fait que beaucoup de villages intérieurs se soient transportés dans la capitale, alors que nos campagnes sont des toilettes à ciel ouvert, les gens débarquent dans la capitale avec les mêmes mécanismes comportementaux
c'est fâcheux. La première réponse serait de multiplier les toilettes publiques, mais c'est vrai que ça coûte cher. La deuxième raison serait d'éduquer les gens, et moi je suis certain, au Sénégal, toute personne qui passe devant une maison, qui salue poliment et qui demande d'accéder aux toilettes, y accédera sans problème. Voilà un mécanisme de solidarité qui fait partie de notre être. Il n'y a personne qui va frapper à la porte d'une maison de Sénégalais, demander un verre d'eau sans l'avoir, demander d'accéder aux toilettes et qu'on le lui refuse. En tout cas, jusqu'au moment où le Sénégal était encore le Sénégal, jusqu'au moment où des malfaiteurs n'avaient pas commencé à faire irruption chez les gens pour déstabiliser leur vie, le Sénégal que je connais et que j'aime, la porte est grande ouverte à qui demande 2 minutes pour entrer dans les toilettes. Maintenant, évidemment, tout le monde se méfie de tout le monde. Parce que des abus ont été commis. Parce que, parfois, vous laissez quelqu'un accéder à chez vous et en fait, il vient pour faire du repérage. Donc, il y a un problème. Mais en même temps, je pense qu'il faut préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est cette capacité que nous avons d'ouvrir nos portes. Maintenant, il restera à l'État de réprimer sévèrement tous ces malfaiteurs, ces agresseurs, ces délinquants qui viennent parfois d'autres pays, mais qui sont parfois aussi des Sénégalais authentiques et qui contribuent à nous pourrir l'atmosphère. Vous me demandez quelle est la part des chefs religieux dans l'éducation civique. Je pense qu'elle est très importante. Les Sénégalais, pour la plupart, sont affiliés à des confréries ou à des organisations ou tout simplement sont des libres penseurs, mais tous ou 95% des Sénégalais sont des croyants. Je mets dans la notion de croyants à la fois les catholiques et les musulmans. Les mécanismes existent dans la religion pour indiquer aux uns et aux autres les limites comportementales et les plus beaux comportements. Vous avez raison, les guides religieux ont un rôle à jouer. Encore faut-il que les pouvoirs publics les sollicitent dans ce sens ou les incitent à accompagner leur politique dans ce sens. Il se trouve que les politiques n'ont de relation avec les religieux qu'une relation électoraliste. Rien d'autre. Ils vont vers les guides religieux à l'approche des joutes électorales. Entre deux élections, ils les entretiennent à coups de millions sous forme de clientèle et de réservoirs de voix. Mais ils ne formulent pas des messages en commun qui soient forts pour refonder la nation, pour consolider la démocratie, pour éclairer la vie des citoyens. Évidemment. Et aujourd'hui, si vous allez dans les capitales religieuses, c'est les plus sales. C'est les plus sales. Or, comme vous le dites, si la voix des chefs religieux portait comme on l'aurait souhaité, ils auraient pu appeler tous les fidèles à considérer qu'un acte civique est aussi un acte de foi. Or, ce lien existe entre l'acte civique et l'acte de foi. Mais malheureusement, on ne le fait pas assez jouer. Au-delà des événements religieux, la propreté est une injonction divine. Je vais parler de l'islam que je connais le mieux. À chaque fois que l'on doit prier, on doit se purifier par l'eau, se nettoyer un certain nombre de parties du corps bien indiquées. On doit prendre le soin que là où l'on prie, ce soit un endroit propre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas attendre le moment de prier pour le tenir propre. Il faut le tenir propre tout le temps. Il faut tenir propre son intérieur
et tenir propre son extérieur. Dans les villages au Sénégal, même le sable est nettoyé. Allez dans n'importe quel village, à 6h30 du matin, pendant que certaines femmes pilent, vous voyez que la cour est balayée et le sable nettoyé. Ça, ce sont des mécanismes qui font partie de notre éducation. C'est le chaos de la ville qui fait que tout le monde considère qu'il n'y a aucun sentiment d'appartenance à cet espace. On est tous là pour danser nos dorés, on est tous là pour s'arnaquer les uns les autres, pour que chacun tire son épingle du jeu. Ce n'est pas ça. Il faut que l'on organise. Et ça, comme je vous l'ai dit, on peut, à partir des quartiers, créer un certain nombre de synergies entre les jeunes, entre les femmes, pour, au niveau de chaque quartier, responsabiliser la femme la plus volontaire pour qu'elle supervise le tri des ordures et leur dispatching dans des contenants qui pourront être pris à temps échu. C'est les choses que nous devons apprendre à faire ensemble. Vous savez, ici, même quand c'est une daïra, on leur dit trouver 3 millions, ils trouvent 3 millions. C'est tout. C'est une question de les motiver pour qu'ils aillent chercher. C'est une question d'utiliser cette capacité qu'ont les gens à la débrouille et à se mettre ensemble que l'on doit maintenant mettre au service du bien commun et public et non simplement au niveau confrérique ou au niveau religieux ou au niveau de la tontine ou au niveau... Il y a des trésors d'énergie qui se font jour ici tous les jours. Les gens se débrouillent. Mais cette débrouille-là, organisons-la mieux, mutualisons nos efforts et surtout l'État doit être fort. Moi, je n'en démords pas. L'État est le responsable de nous tous. Il doit exercer sa puissance sur tous les contrevenants. Pas seulement les grands scandales, mais non, les petits malfrats, les petites malversations, les petits détournements de quartier, les petits détournements d'objectifs. L'État doit être fort et mettre de l'ordre. Dans ce pays, on a besoin d'ordre. Réuni, dëgg la soxla. À votre question sur est-ce qu'il ne faut pas récompenser les plus méritants par des prix, je dirais oui. Je dirais oui dans la mesure où dans notre pays, le volontariat n'est pas assez valorisé. En Amérique du Nord, à 2 CV égaux, celui qui aura donné plus de temps à sa communauté en termes de volontariat est préféré à celui qui a un CV avec 10 pages mais qui n'aura rien donné de son temps. Or, nous dans nos pays, combien y a-t-il de personnes, quand vous devez mettre la bâche, ils viennent, ils travaillent, sans négocier de salaire, sans rien faire. Et on les prend pour les fous du roi. Dans tous les quartiers, chacun de nous connaît quelqu'un qui est là pour toutes les causes, qui démonte les bâches, qui porte les chaises, qui fait tout ce que la communauté devrait faire et payer. Il le fait gratuitement et on considère même que l'appeler à manger est un honneur qu'on lui fait. Or, des individus comme ça, il y en a parmi nous. Vous avez raison, il faut apprendre à les honorer, à les distinguer. Moi, j'ai connu un vieux dont la spécialité était de nettoyer les fosses septiques. Il était le seul à avoir le cœur à rentrer dans une fosse et à la curer. Et souvent, c'était presque gratuit. On passe devant des choses qui font que notre société est malade parce qu'elle laisse sur le trottoir des êtres valeureux. On ne les met pas souvent en lumière. Dans les quartiers, un peu de volontariat, un peu de temps que l'on donne pour servir la communauté, par ses idées, par ses relations, par son engagement tout simplement. Parce que dans un quartier, il y a des gens qui ont la force, il y a des gens qui ont l'intelligence, il y a des gens qui ont des postes stratégiques au niveau desquels ils peuvent faire des interventions, il y a des chefs religieux, il y a des jeunes qui peuvent avoir le cœur à l'ouvrage. C'est toutes ces composantes qu'il faut mettre en énergie pour
créer un sentiment de vouloir commun, de vie commune, fondateur de la nation, mais la nation c'est à la base, ça commence à ma rue, ça commence dans ma maison, et ensuite ça va chez le voisin, et après ça va dans la ville, le village, le pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Et pour passer à votre question sur les rôles modèles, quels sont les rôles modèles que la société sénégalaise aujourd'hui offre? Si nous partons de ce que les médias diffusent, en termes de chanteurs, en termes de danseurs, en termes de lutteurs, en termes de mannequins, en termes de miss de ci ou de miss de ça, nous sommes dans un culte de l'apparence. Nous préférons une vie de paillettes à une vie qui se fait au prix d'efforts soutenus, de patience, d'abnégation. Comment voulez-vous que les jeunes aient le cœur à aller à l'université, faire 7 ans de médecine, si pendant qu'ils s'échinent à apprendre la médecine, des gens qui courent derrière un ballon rond, je les respecte beaucoup, peuvent gagner ce qu'ils ne gagneront jamais de toute leur vie. Et ça, c'est encore notre mimétisme. L'Europe, les pays développés ont atteint le niveau de ce que l'on appelle la civilisation du loisir. Les fondamentaux chez eux sont réglés depuis longtemps. S'il y a encore de la misère par-ci par-là, les mécanismes de fonctionnement, de régulation de la société sont posés et fonctionnent. Mais prenez un pays comme le Sénégal, avec un budget qui est équivalent au budget d'une université américaine moyenne. Croyez-vous qu'on a le temps de danser? Croyez-vous qu'on a le temps de lutter, de danser, de chanter? Non, je suis désolé. Nous devons former nos jeunes à des métiers qui puissent construire ce pays où tout manque. Les routes manquent, les hôpitaux manquent, les écoles manquent, les ponts manquent. Tout ce qui fait qu'un pays arrive à un standard de développement de ses infrastructures